Bonjour à toutes et à tous, et ça y est, le meilleur jour de la semaine est arrivé, mais bon finalement, quel que soit le jour de la semaine, Dev Café est toujours là pour vous résumer les infos bonnes comme mauvaises autour du dev mobile, et bon rassurez-vous, aujourd'hui ce sera un tout petit peu moins déprimant que ces derniers jours, où il y aura quasiment que des bonnes nouvelles, parce que quand même il faut le dire, ces derniers jours, elles se bousculaient pas au portillon, et aujourd'hui par exemple, il y aura des nouvelles versions au programme, le retour de Sergey Brin chez Google, un peu de RGPD, et même un peu de Twitter comme cerise sur le gâteau. Bon ok, par contre pour le dernier, ce sera pas forcément du positif. Et bon quand même, juste avant de commencer, deux petits rappels. Le premier, c'est que vous pouvez participer jusqu'à ce soir 20h pour gagner 2 tickets pour une conférence qui aura lieu la semaine prochaine. Et la deuxième info, c'est que vous pouvez toujours participer à l'App Clinique de mardi prochain, où vous pouvez encore rajouter vos propositions. Comme d'habitude, vous connaissez ma phrase, les liens sont dans la description. Allez, sortez vos cafés, on enchaîne avec le programme du jour. On commence par Kotlin qui a droit à une toute nouvelle version estampillée 1.8.10 qui est disponible depuis hier soir. Alors honnêtement, je vais pas rentrer dans les détails car tout simplement c'est uniquement de la correction de bugs. Toujours sur Kotlin, si vous vous intéressez au futur du langage, il y a un point communautaire qui est prévu lundi autour du DSL pour Kotlin Target Hierarchy, une synchronisation de Gradle multiplateforme ou encore le support des builds multiplateformes composites. Là aussi, le lien du Meet, il est dans la description. On enchaîne logiquement par Android où une troisième bêta d'Android 13 QPR2 est disponible. En feuilletant rapidement les nouveautés, il n'y a rien de très intéressant côté développement, car il y a uniquement des modifications sur la partie interface graphique. Comme d'habitude, c'est disponible sur les téléphones Pixel de chez Google, sachant qu'il y avait eu 3 bêtas pour la QPR1, et donc on peut imaginer que la version finale arrive assez vite pour cette QPR2. Toujours sur Android, hier Samsung dévoilait son Galaxy S23 et mis à part des nouveaux téléphones et un ordinateur, la véritable information elle était à la fin de la conférence où le directeur d'Android Hiroshi Lockheimer et le CEO de Qualcomm sont venus sur scène pour annoncer qu'avec Samsung, les trois travaillaient ensemble sur de la réalité mixte ou Extended Reality en bon anglais, donc XR. Comme vous le savez, on entend des rumeurs depuis des années sur un casque qu'Apple pourrait prochainement lancer, et a priori les trois entreprises travailleraient sur une déclinaison d'Android dédiée à cet écosystème. Mais bon, pour être honnête, entre le Cardboard, le Daydream et la technologie AirCore, c'est pas comme si c'était un franc succès côté Google jusqu'à présent. Bon, en tout cas, c'est intéressant de voir qu'Android va encore un peu plus s'élargir, et on verra ce que ça donnera. Peut-être qu'on fera des dev cafés dans le métaverse dans le futur. Je suis pas sûr que ça vous ravit, mais peut-être que ce sera le cas. On reste encore et toujours sur Android, mais sur la déclinaison automotive cette fois-ci, c'est-à-dire la version embarquée dans les voitures. Alors si toutefois vous n'avez pas des milliers d'euros à disposition pour tester vos applications sur une vraie voiture, il y a un Raspberry Pi 4B qui vous suffira, car un portage d'Android Automotive 13 vient d'être mis à dispo. Bon, en réalité c'est pas aussi simple qu'il n'est paraît, car vous devez tout builder l'image à la main. Mais bon, si vous avez besoin, dans cet article il y a un tutoriel complet pour vous expliquer ce qu'il faut faire étape par étape. Et c'est donc une très bonne nouvelle pour tester sur un vrai device et non des émulateurs, mais tout ça c'est encore en phase de développement, typiquement le Wi-Fi de la carte ne marche pas, mais bon les Raspberry Pi ont un port Ethernet et donc ça permet de compenser en attendant. On poursuit chez Google, mais cette fois-ci côté Flutter, puisqu'une première mise à jour est disponible pour la version stable, ce qui donne pour numéro la 3.7.1. Alors concrètement, il y a des corrections sur les widgets, plusieurs bugs visuels sur iOS qui ont été corrigés, ou encore le dernier élément, et qui est d'ailleurs assez étrange puisqu'ils disent que leur device de test bloquait le build et donc ça en fait un élément du changelog. C'est un poil étonnant on dira, mais bon. A priori, en tout cas, on a évité l'hécatombe de la version précédente qui avait des grosses régressions, car ici les problèmes graphiques qui sont mentionnés sur iOS, en réalité ça concerne Impeller, qui est le moteur de rendu à corps expérimental. Donc en réalité, le vrai changement, ça tient dans les 3 premières lignes. Donc vous pouvez faire votre Flutter Upgrade sans aucun problème. Si on reste côté framework cross-platform, le gros concurrent à Flutter, c'est React Native, et si vous avez déjà téléchargé le SDK, il est fort probable que vous ayez déjà utilisé Create React App, qui est une sorte d'outil open source pour créer rapidement des nouveaux projets en React. Mais en réalité, l'outil est en état unmaintained, et un tech influencer sous le nom de Théo n'a pas hésité à pointer du doigt que la doc React mentionnait toujours cet outil. Dan Abarmov, qui est l'un des personnages derrière React, a fait une très longue réponse sur GitHub, mais pour simplifier, plusieurs directions sont possibles. Refaire un outil de zéro, déprécier complètement Create React App et faire un template utilisant Vite ou carrément un avec plusieurs frameworks à la fois, mais aussi d'autres alternatives sont possibles, soit reprendre Create React App pour lui faire supporter un seul méta-framework, ou finalement la plus probable, à savoir convertir Create React App en sorte de launcher qui permettra de choisir entre une approche classique sans framework ou alors avec toute une liste de frameworks. Bon bref, on va voir ce que ça va donner parce que là c'est quand même ultra compliqué devant tous ces choix et je vous tiendrai bien évidemment au courant.
Bon allez, devant autant de choix, on fait un petit arrêt ravitaillement, place aux actus en bref du jour, avec même un peu de culture entre guillemets aujourd'hui. Si vous utilisez Stripe, à partir du 3 avril, les tarifs appliqués en Europe vont augmenter. Pour les entreprises situées dans l'espace économique et avec les cartes bancaires européennes, le pourcentage de commission va passer de 1,4 à 1,5 sur les cartes dites standard et grimper jusqu'à 1,9 sur celles dites premium, c'est-à-dire généralement celles fournies pour les entreprises et de type Visa ou Mastercard. Netlify, qui est une plateforme web très connue pour notamment déployer des sites, vient d'annoncer le rachat de Gatsby pour un total de 46,8 millions de dollars. Cela permet certes une simplification de l'offre, mais marque la maturation du marché et une diminution de la concurrence. Sur Ubuntu 22.04, .NET 6 était mise à disposition des utilisateurs et montrait un sévère demi-tour de la part de Microsoft, qui était pendant de longues années un farouche opposant à tout ce qui n'était pas Windows. Et la bonne nouvelle, c'est que sur la version actuelle d'Ubuntu, à savoir la 22.10, c'est désormais .NET 7 qui est fourni. Place à un aspect plutôt culturel maintenant, puisqu'en 2015, un film Pixel était sorti et avait reçu des notes plutôt mitigées entre 5 et 6 sur 10. Mais Apple pense faire mieux avec la franchise Tetris, puisqu'un film exclusif sera proposé sur sa plateforme Apple TV+, dont l'avant-première sera donnée en mars. Et enfin, pour terminer, vous connaissez probablement la célèbre musique Over the Horizon de Samsung, dont vous avez probablement déjà entendu les notes. A l'occasion de la sortie du Galaxy S23, une version réorchestrée est sortie, dont voici un court extrait. On reprend avec une info qui confirme à quel point c'est bien la crise chez Google, car ça faisait plusieurs années que Sundar Pichai avait repris les rênes de la société et que ni Sergey Brin ni Larry Page, les deux cofondateurs, n'étaient venus s'occuper des affaires. Mais face à la menace ChatGPT, ils ont non seulement été rappelés, mais selon des sources internes, Sergey Brin aurait publié l'équivalent d'un commit. Bon, pas trop de précipitation, il s'agit seulement de la modification de 2 lignes dans un fichier de configuration pour y ajouter son nom. Mais le retour d'une figure aussi importante montre bien que le fameux code rouge qui a été déclenché en interne n'était pas qu'une rumeur, mais plutôt un vent de panique. Et justement, le concurrent dont a peur Google n'est autre que ChatGPT. Je vous avais indiqué qu'une version payante nommée Professional était en pilote pour un tarif de 42$ par mois, mais uniquement auprès de quelques rares utilisateurs. Finalement, changement de programme, puisqu'OpenAI vient de lancer officiellement ChatGPT+, toujours en pilote, mais qui ne coûte plus que 20$ par mois. Les bénéfices sont similaires, à savoir accéder à ChatGPT même en cas de pic d'usage, avoir des réponses plus rapides et enfin avoir un accès en avant-première aux nouveautés. Pour le moment, ce pilote n'est disponible qu'aux États-Unis, mais si toutefois par magie des transports par VPN, ça vous transfère dans le pays de l'oncle Sam, vous pouvez alors vous inscrire sur la liste d'attente. Ensuite, si j'étais un vrai journaliste, j'aurais ce qu'on appelle des marronniers, à savoir qu'en hiver il neige et que pendant l'été il fait chaud. Mais bon, nous, quand même, c'est beaucoup plus marrant puisqu'on a Elon Musk qui fait mieux que n'importe quelle série à rebondissement puisque tous les jours ou presque on a du nouveau. Mais rapidement, si je vous fais un dans les épisodes précédents, l'API de Twitter ne peut plus être utilisée par des clients tiers. Ça a donc mis fin à des dizaines d'applications comme Tweetbot ou Twitterific. Mais si vous croyez que Twitter allait s'en arrêter là, c'était mal connaître notre ami Elon Musk. En effet, le dernier rebondissement en date, ça vient du compte TwitterDev qui annonce que l'API qui restait jusqu'alors gratuite va devenir payante, que ce soit pour la V2 ou la V1.1, et dès le 9 février, c'est-à-dire jeudi prochain. Alors certes, les clients tiers ne pouvaient plus l'utiliser, mais les principaux cas d'usage qui restaient, c'était l'exploitation des tweets pour les chercheurs pour en faire des stats, ou encore des bots. Et typiquement, j'en ai créé un qui publie des tweets à chaque fois qu'une nouvelle version de Flutter est mise en ligne, et bien du coup, il faudra lui dire au revoir. Et en attendant, on peut quand même bien comprendre qu'un usage excessif de l'API puisse coûter cher en infra, mais autant dans mon exemple, je suis pas sûr que ça sature les serveurs. Mais bon, Elon Musk a d'énormes dettes en milliards de dollars à rembourser, et on peut donc imaginer que la priorité c'est désormais à chercher le moindre dollar qui reste encore dans les poches. D'ailleurs, si vous avez d'autres exemples qui étaient basés sur l'API, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, mais très clairement, il va falloir faire notre deuil sur le sujet. Ensuite, place à un sujet beaucoup moins fun, mais quand même très intéressant pour nous, puisqu'il s'agit de droit. Bon, là je vois déjà votre réaction. Bon, en vrai je vois plutôt la caméra. Mais bon, rassurez-vous, comme d'habitude, je vais essayer de vous rendre ça le plus accessible possible. Concrètement, il s'agit d'un contrat pour le développement d'un site web pour un opticien. Il y a une agence qui a été sélectionnée pour toute la partie développement, déploiement et maintenance. Sauf qu'un an et demi après avoir signé le contrat, l'opticien il souhaite stopper le contrat, mais l'agence ne veut pas. Ni une ni deux, l'opticien il arrête ses paiements et l'agence en question envoie alors des mises en demeure pour que les frais de résiliation prévus dans le contrat soient payés. Mais l'opticien refuse toujours et ça se termine en procès. En mode ultra accéléré, la première instance donne tort à l'opticien qui doit payer les fameuses indemnités.
mais aussitôt un appel est lancé. Mais entre-temps, l'opticien découvre une belle faille dans le produit qui lui a été livré, à savoir que Google Analytics est utilisé, et comme vous le savez, son utilisation est illégale en Europe à cause du RGPD. Et lors de l'appel, l'opticien a plaidé sur le fait qu'il aurait pu payer une amende pour manquement au RGPD, et quel en est le résultat? Eh bien, l'appel donne finalement raison à l'opticien pour plusieurs raisons. D'une part, il n'y avait aucune information sur l'utilisation des cookies sur le site, et d'autre part, l'agence aurait dû informer son client de l'utilisation de Google Analytics. Et finalement, pour ces deux motifs, il n'y aura donc aucune indemnité à payer par l'opticien. Fin du sujet. Mais la chose à retenir ici, c'est la jurisprudence que ça pourrait engendrer. Par exemple, si vous êtes freelance, faites surtout bien attention à cette notion de RGPD qui pourrait se retourner contre vous, car ce jugement, c'est une première. Voilà, c'était une explication finalement assez simplifiée de l'histoire. Si le jargon juridique vous passionne, plusieurs pages vous attendent dans le lien en description. Et allez, sur ce dernier sujet plutôt sérieux, il est temps de s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que cet épisode de Dev Café vous aura plu, auquel cas n'oubliez pas le petit like, le partage et l'abonnement, chose que tout bon youtubeur vous quémande à la fin de chaque vidéo. Bon, mis à part ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à passer une petite tête pendant le week-end car je vais essayer de publier des vidéos. Et si vous avez mieux à faire, eh bien rendez-vous lundi, même heure et même endroit. Et moi je vous souhaite en tout cas bon week-end à toutes et à tous.